À l'adolescence, pour certains, c'est juste un passage, une étape. Mais pour beaucoup d'autres, c'est un vrai labyrinthe philosophique. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce voyage, un voyage souvent intense, parfois déroutant, pour essayer de comprendre ce que ça veut dire être adolescent au XXIe siècle. Ce nuage de mots y résume tout, n'est-ce pas? C'est le reflet parfait de ce tourbillon adolescent. Un mélange de tout et de rien qui peut sembler complètement chaotique. Mais ce qu'on va tenter de faire, en s'appuyant sur les réflexions d'un atelier de philosophie, c'est de mettre un peu d'ordre, de trouver un sens à ce magnifique désordre. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le dedans, le tumulte intérieur. Puis on s'intéressera aux relations, à la vie numérique, pour finir sur la question qui compte vraiment, comment on fait pour forger sa propre voix au milieu de tout ça? Allez, on commence par la première étape, le tumulte intérieur. Parce qu'au fond, tout part de là, de cette question qui a l'air toute simple mais qui est en fait vertigineuse. Qui suis-je censé être? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'adolescence, ce n'est pas juste une question d'âge, c'est une vraie métamorphose. Comme le dit le docteur Bruno Humbeck, le point clé, il est là. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est en fait une brique qui sert à construire l'adulte de demain. Rien n'est jamais perdu, tout nous transforme. Et comme si ce tumulte intérieur ne suffisait pas, il faut ajouter une pression extérieure qui est énorme. Le philosophe Alain Badiou le dit de manière très directe, la société, elle, nous impose un modèle unique de ce que c'est la réussite. Mais que se passe-t-il quand on ne rentre pas dans ce moule? Eh bien, on risque de se sentir complètement en échec, paumé. Bien, passons maintenant à un autre grand défi. Un défi relationnel cette fois. L'intensité folle des premières histoires de cœur. Les fameuses montagnes russes émotionnelles. Et voilà toute la complexité des premiers amours. D'un côté, il y a le rêve de l'âme sœur, du confident, du bonheur absolu. Et de l'autre, il y a la réalité qui nous rattrape. À 16 ans, eh bien, rien n'est permanent. C'est justement cet écart, ce gouffre entre l'idéal et le réel, qui rend les premiers chagrins si formateurs, mais aussi si douloureux. Et parfois, malheureusement, ces montagnes russes cachent une dynamique beaucoup plus sombre. Ce témoignage, il fait froid dans le dos. Il montre très bien ce qu'est une relation toxique, même très jeune. En public, tout est parfait. Et en privé, c'est l'enfer. Ce contraste, c'est un véritable piège qui enferme la personne dans la confusion. Et cette phrase explique tout. Elle explique pourquoi c'est si dur d'en sortir. On a l'isolement et surtout la normalisation de comportements qui sont en fait inacceptables. Quand on en vient à penser que c'est plus ou moins normal, la sonnette d'alarme ne peut plus se déclencher. Et c'est ce silence qui donne tout le pouvoir à ces situations. On aborde maintenant un sujet, disons, particulièrement complexe, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. On va parler de sexualité, de désir et des nouvelles règles du jeu, en quelque sorte. Le témoignage d'Arthur, il met le doigt sur une vraie paire de repères. Pour certains jeunes hommes, la peur de mal faire, la peur de mal interpréter un regard, un signal, ça devient une source d'anxiété. Ça montre bien que la redéfinition des codes, même si elle est absolument nécessaire, elle crée aussi une période de flottement, d'incertitude. Et face à cette confusion, la réponse de la philosophe Manon Garcia est, je trouve, très éclairante. Et si on arrêtait de voir le sexe comme une sorte de jungle sans foi ni loi? Et si on le considérait plutôt comme un espace social comme un autre? Parce que dans un espace social, on discute, on dialogue. Et là, le consentement devient bien plus qu'un simple oui ou un non. Il devient ce qui devrait toujours être une conversation. On change de sujet pour parler d'une autre dimension qui est absolument omniprésente dans la vie des ados, cette confrontation permanente entre la vie en ligne et la vie réelle. La quête de validation en ligne, c'est un vrai piège. Ce besoin constant d'être liké et d'être admiré, ça transforme l'estime de soi en une sorte de performance publique. Et le résultat? Eh bien, c'est un stress énorme, quasi permanent, comme le souligne très bien Bruno Humbeck. Le truc avec les images en ligne, c'est qu'il y a un double problème. D'un côté, elles créent des standards, que ce soit pour le corps ou la sexualité, qui sont complètement irréalistes. Et de l'autre, et c'est ça le plus pervers, c'est que même si on sait que c'est faux, que c'est retouché, l'impact sur l'estime de soi, lui, il est bien réel. Le cerveau ne peut pas s'empêcher de comparer. Et ça peut pousser à chercher une validation dans des communautés en ligne parfois dangereuses. Bon, après avoir vu tous ces défis, la grande question c'est comment on fait pour s'en sortir? Cette dernière partie, c'est un peu une boîte à outils, avec des conseils et des pistes pour construire sa propre résilience. Alors, comment on navigue là-dedans? D'abord, et c'est peut-être le plus important, être indulgent avec soi-même. S'accorder le droit à l'erreur, parce que rien n'est définitif à 15 ans. Ensuite, trouver une passion, quelque chose qui nous anime, un moteur pour construire la confiance. Et enfin, le point crucial, oser demander de l'aide. Ce n'est jamais un signe de faiblesse. Au contraire, et c'est une immense force.
On termine avec cette question parce qu'en fait, elle est au cœur de tout. Plutôt que d'accepter sans réfléchir la définition de la réussite que la société nous impose, l'un des plus grands accomplissements de l'adolescence, c'est de commencer à formuler sa propre réponse. Qu'est-ce qui aura vraiment de la valeur pour soi et seulement pour soi? C'est peut-être ça finalement le véritable début de la vie d'adulte.